Imaginons un instant avoir en main les numéros gagnants du loto. Ah ouais, le rêve absolu, quoi. Bah oui, c'est clair. Donc, le tirage est dans, disons, 5 minutes, le ticket est rempli, on est devant la machine, et là, il suffit juste d'appuyer sur le bouton pour valider. Jusque-là, tout va bien, je dirais. Sauf que soudainement, la main se fige. Le doigt reste suspendu au-dessus du bouton, et c'est physiquement impossible de le faire descendre. Genre une paralysie totale. C'est complètement absurde, dit comme ça. N'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement le paradoxe qu'on va décortiquer aujourd'hui. Quand on observe la performance dans des environnements à très haute pression, je pense au trading financier par exemple, on voit que l'échec se produit très souvent à cette seconde précise. C'est ça, au moment de passer à l'action. Exactement. La préparation est nickel, les connaissances sont là, mais la machine s'enraille. Et notre mission avec cette nouvelle exploration, c'est vraiment de fournir un mode d'emploi, un truc hyper pragmatique pour réussir à lâcher prise. Et c'est fondamental parce qu'il y a un gouffre monumental entre la théorie et la pratique. L'esprit humain, en fait, adore amasser des connaissances techniques. Ouais, on se rassure avec la théorie. C'est exactement ça. On étudie les graphiques, on lit des manuels, on peaufine sa stratégie jusqu'à la perfection absolue, mais toute cette préparation intellectuelle, elle ne sert rigoureusement à rien si elle ne débouche pas sur un mouvement concret. Si on n'appuie pas sur le bouton, quoi. Voilà, si on ne prend pas de décision dans le monde réel. Et ce qui empêche ce mouvement, c'est souvent une mauvaise compréhension de ce fameux concept de lâcher-prise. C'est vrai qu'on l'entend partout, ce terme. Ça fait un peu retraite spirituelle ou méditation. Oui, alors qu'ici, l'approche est purement mécanique, c'est de l'action. Et la première étape de ce mode d'emploi, c'est une ironie absolue. Pour obtenir des résultats tangibles, pour gagner, la règle numéro 1, c'est d'arrêter complètement de se préoccuper de la victoire. Parce que c'est un blocage cognitif majeur, en fait. L'obsession du résultat, ça agit vraiment comme un poison sur notre capacité de décision. C'est-à-dire, Ça nous aveugle. totalement. Se focaliser sur la finalité, genre valider un compte ou atteindre un objectif de rentabilité, ça devient le principal obstacle. L'activité, que ce soit le trading ou autre, c'est qu'un moyen. C'est un terrain d'expression, pas une fin en soi. Donc, chercher un bien-être immédiat par le résultat, c'est prendre le problème à l'envers. Exactement. Les gains financiers, ça devrait jamais être l'objectif cognitif primaire. C'est juste la conséquence, tu vois, le sous-produit naturel d'un état d'esprit qui, lui, est parfaitement calibré. Il y a une analogie super parlante pour illustrer ça. C'est l'image du tireur d'élite. Ah oui, l'analogie du gros caillou. Elle est géniale, celle-là. Ouais, elle est hyper visuelle. Imaginons un tireur d'élite. Le gars est surentraîné, il connaît son arme par cœur, il a calculé la vitesse du vent, la courbe balistique, l'humidité, bref, tout. Mathématiquement, le tir est parfait. Voilà. Mais il y a un détail aberrant dans le décor. Il y a un énorme caillou posé directement sur la lentille de sa lunette de visée. Et ce caillou, sur le plan psychologique, c'est l'obsession du résultat. C'est ça. Du coup, il regarde dans la lunette et il voit plus du tout la cible. Il voit qu'une masse floue. Ça obstrue totalement sa vision. Et cette masse, c'est le poids de ses attentes, la peur de rater ou l'envie désespérée de réussir. Et à cause de ça, il perd tous ses moyens. Il lui est physiquement impossible d'exécuter la compétence qu'il maîtrise pourtant à la perfection. Parce que l'action devient une question de survie pour son ego, en fait. Exactement. La conviction logique du début, celle qui disait mes probabilités de réussite sont excellentes, elle disparaît. L'anxiété remplace l'analyse, on cherche plus à bien faire, on cherche juste à pas perdre la face, et ça paralyse tout. Mais là, je t'arrête parce qu'il y a un problème de logique assez flagrant. Vas-y, je t'écoute. Tout l'intérêt d'une activité financière ou d'un métier à haut risque, c'est bien de générer un bénéfice, non? On fait pas ça juste pour la beauté du geste. Bien sûr que non. Donc comment on peut exiger d'un cerveau humain, qui est biologiquement programmé, pour chercher la récompense? D'ignorer complètement la ligne d'arrivée. C'est impossible, quoi. C'est la réaction la plus naturelle qui soit. Et c'est pour ça que la majorité des gens échouent. Ils essayent de forcer leur cerveau à ignorer la récompense et ça crée une dissonance cognitive insupportable. Alors c'est quoi l'astuce de ce mode d'emploi si on peut pas l'ignorer? La solution, c'est pas d'ignorer le résultat, c'est de neutraliser la valeur émotionnelle qu'on lui donne. Il faut modifier la définition même de l'échec. Ok, donc changer notre perception. Voilà. Quand une action ne donne pas le résultat espéré, notre ego le prend comme une menace existentielle. L'astuce opératoire, c'est de dégrader ce résultat au rang de simple information. Une donnée statistique, en gros. C'est ça, c'est une donnée brute. Si l'action échoue, c'est pas un drame personnel, c'est juste un retour d'information pour ajuster le tir la prochaine fois.
Tant qu'on attend du résultat qu'il valide notre intelligence, on reste paralysé. D'accord. Donc, étape 1 de notre mode d'emploi pragmatique, c'est de capter ce gros caillou sur la lunette et de changer notre rapport au résultat. Exactement. Mais une fois qu'on a compris ça, intellectuellement parlant, par quoi on remplace cette obsession pour réussir à enfin appuyer sur le bouton? Et c'est là qu'on arrive à un choix très radical. Le vrai lâcher-prise, c'est pas une acceptation molle ou passive. C'est une décision active. C'est d'une violence inouïe envers nos habitudes, ouais. Face à l'hésitation, face aux opportunités qui défilent sur l'écran sans qu'on agisse, il n'y a pas de demi-mesure, il faut se fixer un ultimatum implacable. Un ultimatum. Du style, soit je fonce, soit j'arrête tout. Littéralement. Soit on décide de cesser ces comportements puérils de peur et d'évitement, soit on arrête l'activité. Il y a un constat dur mais vital ici, c'est que les adultes font ce qu'ils ont à faire, pendant que les enfants se plaignent. C'est fort ça. Pourquoi la plainte est si destructrice dans ce contexte précis? Se plaindre du marché, de la malchance ou de la complexité, c'est un mécanisme de défense. Ça permet d'extérioriser la faute, de ne pas prendre ses responsabilités. Et rester figé à se plaindre, c'est déjà un choix. Le choix de subir. Et le but de cet ultimatum, c'est de court-circuiter le regret à long terme, non? Avec soi-même. C'est une question de survie, oui. Le passage à l'écrit, neurologiquement, c'est crucial. Ah ouais? Pourquoi? Penser à un ultimatum, ça reste abstrait, tu tournes en boucle. L'écrire sur du papier, ça engage la motricité, ça force le cortex préfrontal à structurer l'idée, ça matérialise l'engagement. Si on refuse cet effort, toutes les années de théorie ne servent à rien, on reste un spectateur dans les gradins. Ça me fait penser à l'image de cette porte fermée. Notre passé, nos échecs, ça crée un mur invisible. On est devant une porte qui mène vers l'inconnu, vers l'action parfaite. Et derrière cette porte? On entend des voix effrayantes. Notre cerveau qui murmure des trucs du genre Tu te souviens de la dernière fois? Tu vas encore te ruiner. Attends d'être sûr à 100%. C'est l'instinct de conservation qui parle. Mais la consigne du mode d'emploi, elle est simplissime. Tourner la poignée. Ouvrir la porte, peu importe le bruit derrière. Le travail technique, en amont, a permis de trouver la porte et de voir qu'elle n'est pas verrouillée. Mais savoir ça, ça remplace pas l'acte physique d'ouvrir. Tant qu'on attend une garantie absolue de succès, la porte, elle reste fermée. Agir, c'est avancer malgré l'absence de garantie. C'est la définition même de l'action sous pression. Bon, l'ultimatum est rédigé. On décide intellectuellement de tourner la poignée. Mais entre décider à froid et le faire à chaud, quand le cœur s'emballe, il y a un monde. Qu'est-ce qui bloque biologiquement à ce moment précis? Le coupable, en neurosciences, il est clairement identifié. C'est l'hyperactivité du néocortex. C'est notre partie la plus évoluée, celle qui analyse et structure. C'est l'outil génial qui nous a permis d'apprendre la stratégie. Mais au moment de l'action instinctive, c'est un saboteur absolu. Parce qu'il est trop lent pour réagir? Pas que lent, il est littéralement conçu pour douter. Son job, c'est d'anticiper les dangers, d'évaluer 50 scénarios catastrophes en même temps. Donc, au moment d'appuyer sur le bouton, il se met à hurler. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que les indicateurs sont bons? Voilà. Et si la tendance s'inverse? Pour performer, la règle de ce mode d'emploi est stricte. Il faut désactiver ou faire taire cette partie rationnelle pendant l'exécution. Il y a un exercice métacognitif brillant pour ça. C'est d'utiliser ce même néocortex pour envoyer l'ordre d'arrêt. C'est un vrai piratage de notre système nerveux, en fait. Écrire son diagnostic, genre « je me pose trop de questions, mon cerveau tourne trop vite », et ensuite se dire consciemment « je lâche prise ». C'est fou d'utiliser la machine à douter pour ordonner la fin du doute. Mais c'est hyper efficace. En forçant le néocortex à formuler l'ordre de lâcher prise, on le court-circuite. Le but, c'est de rééduquer la communication entre le cerveau rationnel et le système limbique, celui des émotions. Pour qu'ils bossent ensemble au lieu de se battre. Exactement. Par exemple, relire ses notes d'apprentissage le soir, y trouver du plaisir, c'est reprogrammer le cerveau. On lui montre que cet environnement de pression, c'est pas une menace de mort, c'est un terrain de jeu. Faut quand même préciser un truc pour pas qu'il y ait de malentendus. Couper le cerveau analytique, ça veut pas dire agir n'importe comment ou faire n'importe quoi. Ah non, surtout pas. Le travail de fond a déjà été fait. Les outils sont rangés dans la tête. Mais à l'instant T, c'est l'instinct qui prend le relais. J'aime beaucoup l'image du chasseur pour illustrer ça. Le chasseur, c'est l'exemple parfait. Il a passé des heures à analyser la forêt, le vent, les traces. Il a utilisé son néocortex à fond. Mais quand la cible apparaît, Il fait plus de maths. Il sort pas une équerre pour mesurer l'angle de son coude. Tire
C'est une exécution pure, dictée par l'instinct de l'entraînement. Et le résultat est sans appel. Soit ça fait mouche, soit il rate. Et il en tire une information pour la prochaine fois. Mais aucune hésitation n'est permise. C'est ce qu'on appelle l'état de fluidité. La peur est toujours là, hein, mais elle dirige plus l'action. Le cerveau rationnel a fait son job avant, maintenant il doit s'effacer. Mais on va être honnête, c'est terrifiant de couper volontairement la partie du cerveau qui nous protège depuis l'enfance. C'est comme une chute libre. Surtout quand il y a des gros enjeux financiers derrière, ouais. Alors comment on gère ce vertige immense au moment de la transition? Comment on évite la panique? Déjà, faut comprendre que ce vertige est normal et obligatoire. On a fonctionné toute notre vie en suranalysant pour se rassurer. Enlever cette béquille, ça crée un gros inconfort. Et donc on fait quoi pour tenir le coup? On s'appuie sur la biologie de base, la dopamine. Le cerveau veut ce qui lui fait du bien. Vu qu'on lui a enlevé le plaisir du résultat final, puisqu'on le rétrograde en simple info, il faut remplacer cette source de plaisir. Il faut trouver de la satisfaction dans l'action elle-même en fait. C'est la clé. Focaliser son attention sur des petites actions du processus et en tirer un vrai plaisir. Appliquer sa stratégie à la lettre, respecter son plan de risque, sans se soucier de savoir si on gagne ou on perd à la fin. L'exécution impeccable devient la récompense chimique. Exactement. L'individu se structure de l'intérieur et cette force prend le dessus sur la peur du vide. Ça me fait tellement penser à l'analogie du funambule. On a passé notre vie à marcher sur du goudron bien stable. Le goudron, c'est l'analyse, la certitude. Et soudain, on te met sur un câble d'acier de l'épaisseur d'un doigt à 10 mètres du sol. Ce câble, c'est l'instinct. Au premier pas, le déséquilibre est total. Le cerveau panique, on agite les bras pour retrouver le bitume. Mais là, le temps est notre meilleur allié. Ouais, la patience est une arme redoutable face à ce vertige. On a le droit de vaciller. On peut passer des mois sans aucune performance extraordinaire, juste le temps d'habituer le système nerveux à ce fameux câble d'acier. Parce que chercher à brusquer les choses, essayer de forcer le déclic, c'est faire revenir le néocortex par la fenêtre. Le câblage neurologique prend du temps. La fluidité arrivera de manière organique. Faut faire confiance à sa propre capacité d'apprentissage en fin de compte. Accepter le vertige, c'est ça, oui. Sans exiger de preuves immédiates. Pour rassembler tout ça dans notre mode d'emploi pragmatique, la structure est vraiment claire. 1. On pulvérise le gros caillou de la lunette en dégradant le résultat au statut d'information neutre. 2. On écrit son ultimatum noir sur blanc pour tuer la plainte et forcer l'action. 3. On ordonne consciemment la mise en veille de notre néocortex. On stoppe l'hémorragie analytique au moment critique. Et 4. On accepte le vertige du funambule en s'appuyant sur le plaisir du processus pur. Une belle synthèse mécanique. L'essentiel, c'est de garder l'œil ouvert et la mécanique de décision toujours fluide. Pour conclure, ça vaut le coup de se poser une dernière question. Si notre néocortex, ce centre de la réflexion dont on est si fier, s'avère être le saboteur numéro 1 de nos actions sous pression, dans quels autres domaines fondamentaux de notre vie est-on en train de rater la cible? Pas par manque de connaissances, mais tout simplement parce qu'on passe notre temps à réfléchir à la vie au lieu de la vivre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette plongée au cœur de l'action avec nous. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.